Bonjour. Michel Meyer, la philosophie anglo-saxonne, née du besoin d'intégrer et de théoriser l'expérience dans le champ du pensable, réhabilitation du sensible. L'héritage cartésien. La philosophie anglo-saxonne est associée à l'empirisme, au respect et aux exigences de l'expérience. Théorie du sujet, une conception de la nature humaine, Hume. Ce savoir nécessaire de soi affirme la nécessité comme norme du savoir. Le cogito en est le fondement idéal. En douter serait encore le penser. Il y a quête de la certitude chez Locke qui établit comme chez Descartes la nécessité du savoir. L'expérience est le mot qui exprime l'accumulation qui s'imprime dans nos consciences. L'unité résulte de chaque idée, dit Locke. La conscience avec Berkeley ne connaît que des idées. Il faut abandonner la distinction entre l'objectif et le subjectif car empiriquement intenable, donc l'abandonner. Hume ou le scepticisme radical, on s'en tient à la stricte expérience, on n'explique pas la connaissance par autre chose. Dieu par exemple. Ce qui compte, c'est la perception. Mes sensations ne sont que subjectives et je ne suis sûr que de cela. Le grand problème de David Hume est de généraliser le modèle empiriste, le rapport à autrui qui définit le problème de la morale et de la justice. La question est que pouvons-nous connaître et comment ? Conscience qui devient conscience de soi, intellect qui réfléchit, ce que les sens nous apportent, dit Hume. Pour Locke, l'idée est tout ce qui est dans la conscience sensible. Seul le contact avec les choses permet de dire si une chose existe. Rôle central de l'induction qui n'autorise pas de généralisation absolue est certaine, mais probable. La réflexion pour Hume est une impression qui en redouble une autre. Les passions violentes sont la haine et l'amour, le chagrin et la joie, l'orgueil et l'humilité. La raison peut tout justifier, seule la passion fait choisir. La sympathie consiste à éprouver la passion de l'autre, à compatir à son sort, loin de Kant qui ignore le sentiment au profit de la généralité froide de la loi. Les passions sont soit dirigées vers autrui, comme l'amour, ou vers soi, comme l'humilité. C'est le rapport aux passions de l'autre qui crée le jugement moral. Ce qui produit une contrariété est un vice et tout ce qui produit une satisfaction est une vertu. Toute la moralité dépend de nos sentiments. Plus grande est la différence entre les hommes et moins grande est la passion. Le rapport à l'expérience est toujours indirectement passionnel. Le sentiment du moi s'efface devant la reconnaissance de la qualité qui la cause. Avec l'empirisme, c'est le propositionnalisme qui se trouve ébranlé. La connaissance se fonde sur la probabilité, constituant le scepticisme comme l'idéal de toute rationalité possible. Le rationalisme constructiviste de Hobbes, une connaissance rigoureuse des hommes, révélation de Hobbes à la lecture des éléments d'Euclide. Déductivisme et rationalité du réel. Hobbes comprend que l'on peut décomposer le réel et le recomposer autrement. Il fut séduit par ce type de raisonnement. La géométrie d'Euclide est réaliste par son élémentarisme et rationnelle par son déductivisme. Il y a deux connaissances, une expérience des faits et l'évidence de la vérité. Le premier est une procédure empirique de la pensée. La seconde élève aux idées vraies. Mouvement d'intelligibilisation du sensible, au-delà de la sensation et des images, il faut le discours et la synthèse, une démonstration. La science est œuvre civilisée. Hobbes tourne le dos à l'ontologie et fait de l'universel mécanisme la voie royale de sa philosophie.
Tout en l'homme est effet de conatus, l'homme est changement, mobilité, tout en lui est mouvement. L'homme est tiraillé entre guerre et paix, obéissant aux droits de nature et placé sous le signe de la loi de nature. Opposition du désir et de la raison qui déchire tout être humain. La raison calcule les conditions nécessaires, ainsi le calcul pragmatique. Si chacun cède le droit qu'il a sur les choses, renonce à l'exercer, et si tous en font autant, un nouvel équilibre sera établi et le chemin de la paix civile sera tracé. Combat entre les princes et les peuples, l'État est le seul législateur et il lui appartient de décider ce qui est juste ou injuste, légitime ou illégitime. L'État est l'effet souverain. Par le calcul, les hommes ont construit un Dieu mortel dont la loi est capable d'imposer la paix. Avec Locke, le contrat social doit être la requête d'une raison plus raisonnable que rationnelle. L'œuvre de Locke constitue un plaidoyer pour la liberté. Il reprend les arguments de Filmer afin de montrer la fausseté de leurs principes. Les leçons de l'expérience s'imposent à la réflexion. La nature humaine est fragile. La philosophie de Locke est l'un des phares de la modernité. Humilité de la raison humaine, le problème est de savoir comment effectuer le passage de la société naturelle aux sociétés civiles. Obligation pour les hommes de conformer leur vie à ce que le Créateur a voulu qu'elle soit. Locke explore le monde de l'expérience humaine. Le scepticisme de Hume ne consiste nullement à renoncer au savoir. Pour Locke, l'ordre voulu de Dieu dans la communauté est à préserver. La philosophie politique de Hume prépare la voie pour dénoncer comme Burke les erreurs de la Révolution française. Burke, dans la tradition de la Magna Carta, défenseur des libertés individuelles contre l'absolutisme de la couronne, il combat le contractualisme de Rousseau, le rationalisme des révolutionnaires français et l'idéalisme de la Déclaration des droits de l'homme. Burke déplore la disparition de l'esprit de chevalerie. Burke réfute l'universalisme abstrait que véhicule l'idée des droits de l'homme, humanisme des philosophes culminant dans le texte du 26 août 1789. Ou bien la Constitution se fonde sur une construction de la raison, ou bien elle est le produit des siècles et de leur histoire. Burke retient du texte des constituants que l'égalité des droits naturels des individus. Il en résulte, il en occulte la signification politique. Adam Smith explique que la richesse d'une nation a le travail pour cause majeure. Le travail est l'activité libre de l'homme, source essentielle de l'abondance et de la puissance. Jeremy Bentham construit une arithmétique des plaisirs permettant d'accorder le plus grand bonheur au plus grand nombre. John Stuart Mill prolonge les études de Bentham. Le principe d'utilité demeure le fil conducteur de la moralité. Avoir conscience que les jouissances les plus hautes exposent à des souffrances plus grandes que les menus plaisirs. Sidgwick conçoit l'utilitarisme comme un conséquentialisme normatif dans lequel l'acte moral est celui qui entraîne les effets les meilleurs. Il remarque que les conduites humaines ne peuvent avoir d'autre fin que le plaisir ou l'intérêt. Le concept de l'obligation morale ou juridique est inséparable du bien-être. Peirce souligne l'importance des croyances dans la vie des hommes, les règles de conduite. Richard Rorty s'interroge sur les conséquences du pragmatisme, antithèse de la philosophie issue de Platon et de Kant. Et pragmatique celui pour qui certaines idées sont avantageuses ou rentables, cette attitude conduisant à la mort de la philosophie. Naufrage de la philosophie dans la non-philosophie, une faillite, facette du nihilisme. John Rawls s'élève contre les tendances utilitaristes. Il construit sa théorie à partir d'une critique de l'utilitarisme. La justice n'est pas le résultat d'un calcul utilitaire, elle est un principe premier.
Les requêtes de réciprocité sont à la base du système coopératif. L'entente est établie par des hommes qui sont supposés être des êtres rationnels et mutuellement désintéressés. Robert Nozick refuse un étatisme dispensateur de bien-être et d'action sociale, mais condamne comme Rawls le désordre et l'anarchie. Il pense contre Rawls que tout État plus étendu que l'État minimal violerait les droits des individus. Kant, adversaire de l'utilitarisme, Robert Nozick invoque la méritocratie comme source de l'égalité libérale. MacIntyre condamne les thèses de Rawls car elles se méprennent sur la nature de la communauté en laquelle il inscrit la justice distributive. Le problème des droits de l'homme occupe une place considérable dans la philosophie anglo-américaine. Tradition inaugurée par Jefferson, Jay et Madison, auteurs de la Déclaration d'indépendance de 1776. L'idée des droits de l'homme est un critère normatif universel. Bentham, père de l'utilitarisme, voit dans l'intérêt le paradigme des projets des réformes judiciaires et procédurales, la philosophie du langage. Wittgenstein commente l'idée selon laquelle la philosophie est la critique du langage. Consacrer la philosophie à l'analyse logique du langage, Russell maintient dans le formalisme l'opérateur de description, les définitions ne montrant que les pseudo-entités définies. Keane infère que les noms ne sont pas essentiellement porteur de la référence. Frege affirme que l'unité de signification objective correspond à l'énoncé. La signification de l'énoncé est une construction à partir des significations des mots composants. L'idée que le langage abrégé joue le rôle d'une interface entre le langage de base et l'homme. Carnap, sous l'influence directe du cercle de Vienne. Idée d'introduire une relation d'ordre entre les objets et concepts, discussion interne du cercle de Vienne sur l'exigence de vérification ou de confirmation. L'énoncé n'a de sens que s'il a un contenu factuel, idée d'une expérience ou d'une observation. La vérifiabilité est un empirisme mis au goût du jour. Dans le Tractatus, les tautologies, les vérités logiques, étaient encore des propositions certes particulières. Carnap a été influencé par les recherches de Hilbert et Tarski en métamathématiques. Gödel corrèle les nombres avec les signes et les expressions. Ainsi, une théorie des formes d'expression peut être formulée à l'aide des concepts de l'arithmétique. Wittgenstein a été le premier à avoir saisi la nature formelle de la logique. Carnap est contre la thèse négative de Wittgenstein sur le caractère inexprimable des propriétés du langage. La théorie syntaxique est de la mathématique pure, enjeu du caractère exprimable ou ineffable de la syntaxe du langage. Authentique théorie qui mérite l'épithète de logique. Carnap réfute Wittgenstein, celui pour lequel il n'y a que la totalité d'un unique langage et qui tient que la syntaxe du langage ne peut être exprimée dans le langage. La recherche d'une théorie de la signification et de la vérité peut être la recherche d'une théorie englobante qui articule les conditions d'émergence à partir de l'expérience du sens dont est porteur tout langage possible. Selon le Tractatus, aussi bien la logique que l'éthique et l'esthétique sont transcendantales. Distinction entre ce qui est dit et ce qui peut seulement se montrer. Idée de l'indépendance du sens par rapport à l'idée. Tractatus feint de construire une théorie de la signification des expressions du langage dans le but de démontrer, ironiquement, son impossibilité. Wittgenstein dénonce les règles syntaxiques qui gouvernent leur usage. Les mots n'ont pas d'autre signification que celle que nous leur donnons. La liaison entre langage et réalité est faite par des explications de mots. Empirisme relatif de Keane. Brentano affirme l'irréductibilité du discours intentionnel. À Frege revient le mérite d'avoir élargi la notion d'énoncé analytique. Pour Leibniz, un jugement analytique était un jugement dont la négation viole le principe de non-contradiction. Et pour Kant, le concept exprimé par son prédicat est contenu dans le concept exprimé par son sujet.
précepte méthodologique de Quine, pas d'identité sans identité. La vérité est immanente et il n'y en a pas de plus haute. Quine introduit l'idée très originale d'ontologie immanente. Un changement d'ontologie peut laisser intacte la répartition des énoncés entre vrai et faux. Il y a inclusion mutuelle de l'ontologie et de l'épistémologie. La question de la vérité d'une affirmation ontologique est ce que Bertrand Russell appelait l'ameublement ultime du monde. Quine a fait de la philosophie du langage la philosophie première, la juridiction principale devant laquelle s'évaluent les thèses philosophiques. Nelson Goodman, collègue de Quine à Harvard, critique Carnap sur une construction logique du monde en s'inspirant de la méréologie de Lesniewski. La méréologie est la théorie des parties et des tout. Et il définit une relation générale de partie à tout, être un morceau de. Chaque système est adéquat pour servir de base de construction pour la réalité qu'il vise. Conception antifondationaliste de la connaissance. Une œuvre d'art est un système de symboles. But, tout domaine de représentation est susceptible d'être décrit et systématisé. Il n'y a pas une description complète de la réalité. Le monde n'existe que relativement à ces systèmes de description. Alors que Quine insiste sur la primauté de la physique comme théorie ultime de la réalité. Goodman aboutit à un irréalisme. Quine a admis la thèse de Frege selon laquelle les noms doivent avoir un sens et une référence. Charles Sanders Peirce est le fondateur de l'idée du pragmatisme, thèse appartenant au club métaphysique de Cambridge. La croyance comme habitude d'agir, ou sur la base de quoi un homme est disposé à agir. Le pragmatisme s'est développé autour d'une philosophie de la connaissance, une philosophie de l'enquête. Au contraire, pense la vérité dans son rapport essentiel à la recherche. La vérité n'est ni une donnée ni une condition préalable de la connaissance. Elle est toujours un résultat. La vérité. Derwé, Putnam et Rorty s'accordent sur la notion d'acceptabilité garantie. Le caractère faillible de nos connaissances est une garantie de scientificité et non d'infirmité. Pour Peirce, le cœur du humanisme est la chose en soi, le seul réalisme digne de ce nom qui identifie le réel et le vrai. Les philosophes pragmatiques n'opposent pas les faits et les valeurs, ni ne subordonnent la morale à une généralité qui la soustrait aux intérêts humains. Verdict de Quine qui raye le mot pragmatisme du vocabulaire de la philosophie sans qu'en résulte le moindre dommage. Quine invoque l'empirisme. L'événement décisif et irréversible de l'empirisme, après Hume, c'est le tournant linguistique de la philosophie. Quine fait apparaître l'inutilité encombrante du pragmatisme. Quine soutient l'idée de la pluralité des schèmes culturels et de leur rivalité, même statut que les paradigmes cuniens. Thomas Kuhn. Laugier-Rabaté remarque que chez Quine, la relativité ontologique n'est pas un obstacle au développement d'une théorie de la vérité. La relativité ontologique n'est pas, malgré les apparences, une thèse relativiste. La situation de traduction radicale guide les recherches de Quine. Seul un examen des conditions et des impossibilités de la traduction et de l'interprétation peut faire apparaître jusqu'à quel point nous sommes en mesure de donner un sens à l'échec de relativisme conceptuel. Avec Dewey, la vérité est ce qui marche. Et il y a une foule de choses intéressantes à dire sur ce qui marche. Chez Bacon se nouent les fils de deux orientations, le descriptivisme et le normativisme. Kuhn considère la science comme une activité localisée, car c'est au sein des communautés scientifiques, et là seulement, que la science est faite. Lors des changements de paradigme, il y a un déplacement significatif des critères déterminant la légitimité des problèmes et des solutions proposées. Par exemple, le problème de l'affinité des métaux disparaît en tant que tel avec les travaux de Lavoisier. Sens différent de la notion d'espace dans les paradigmes newtoniens et relativistes.
conviction que d'avoir un esprit, c'est essentiellement être capable d'agir. Concevoir la croyance comme une disposition à l'action et refusant de considérer la connaissance indépendamment de ses effets. Prince et Ramsey. Behaviorisme qui analyse le mental à partir des propriétés du comportement des individus. L'intention soutient Davidson qu'un complexe de croyances et de désirs. Turing formalisa la notion d'algorithme sous la forme d'une machine qui porte son nom. Intelligence artificielle, IA. Idée de construire une machine capable d'imiter le cerveau. Turing. Reconnaît Turing que cette machine serait encore loin de l'homme car manque l'intentionnalité. Merci.